décentralisation au Togo, comment elle se porte. Voilà. Francisco, quand on te pose la question aujourd'hui au Togo, la décentralisation, d'abord, je voudrais comprendre le terme même. Qu'est-ce que la décentralisation? Vous savez, la décentralisation, c'est une façon pour l'État central, de donner une partie de son pouvoir à une collectivité. D'accord? Et c'est un processus qui a des règles. Lorsque vous donnez les pouvoirs aux gens, il faut que ça soit dans leur plénitude. D'accord? Et c'est comme ça que nous avons, surtout au niveau de ce que nous appelons ici Togo aussi comme décentralisation, les municipalités, d'accord? Et ces municipalités sont dans des villes. Donc l'État central délègue une partie de ses pouvoirs à ses élus, puisque ce sont des gens qui doivent être élus, qui sont élus et qui forment, d'accord, en leur sein, un bureau qui doit diriger la commune. Donc c'est ce à quoi nous sommes arrivés depuis, c'est-à-dire que c'est depuis la Constitution de 92 qu'il était inscrit dans la Constitution d'aller à la décentralisation, mais nous avons duré plus le temps depuis 92 et ce n'est qu'en 2019, voilà, que finalement on a senti qu'il faut s'ouvrir. Et on a organisé ces élections, les élections municipales qui ont vu la mise en place de Merci beaucoup, Francisco. On arrête là. Bon, je vais poser la même question comment est-ce que je publie le nom de mon patron? Je ne suis pas ton patron. La décentralisation. Non, Francis l'a déjà dit, c'est un processus de transfert de pouvoir aux collectivités locales. Il y a c'est un processus, il y a la déconcentration et puis il y a la décentralisation. Et donc nous, vous savez, dans les pays à orientation démocratique, on essaye de donner plus de pouvoir aux gens qui sont à la base pour pouvoir gérer un certain nombre de problèmes pendant que l'État au niveau central s'occupe d'autres priorités. Et il a dit tantôt que nous avons fait le choix dans notre constitution d'aller vers la décentralisation, mais elle n'a jamais été mise en application. On a connu une trentaine d'années de délégation spéciale. Et en 2018 ou 2017, il s'est avéré que, bon, sous la pression de l'extérieur, on a décidé d'aller à cette fameuse décentralisation-là. Mais il faut rappeler que ce n'est pas le premier processus. Déjà en 2002, il y avait 2002-2003, il y avait déjà des assises sur la décentralisation au Togo, où on a fait venir des experts maliens, sénégalais, qui ont été sanctionnés par un document, un acte sur la décentralisation, dont je garde encore une copie d'ailleurs, qui était un projet très ambitieux, qui avait voulu faire du Togo 6 régions. 6 régions, notamment ce projet avait visé de diviser la région des plateaux, qui est la plus grande région du Togo, en deux, avec le plateau Est, chef-lieu comme Atakpamé, et plateau Ouest, chef-lieu Balimé. Et donc l'éclatement de ces deux régions-là devait permettre un développement endogène, parce que c'est la région nourricière de tout le pays en partie, et c'est une région de beaucoup de potentialités. Donc, après 2005, cet acte-là de décentralisation a été jeté à l'eau, parce qu'on a trouvé qu'elle était trop... certains ont jugé qu'elle donnait trop de pouvoir aux collectivités, elle était trop libérale, elle allait affaiblir le régime, et ils ont concocté eux-mêmes leur processus qu'ils ont mis en application à partir de 2019. Maintenant, nous y sommes et tout le monde voit ce que ça donne. Voilà, tout le monde voit ce que ça donne aujourd'hui. Tel que vous l'avez décrit tous les deux, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de décentralisation? Moi, je dirais qu'il y a un semblant de décentralisation. Je précise bien un semblant, c'est-à-dire qu'on fait le paraître et non l'être. Donc,
on essaye de dire que nous sommes en décentralisant d'abord les bases. On a éclaté, morcelé le pays à, je crois, plus de 117 communes au total pour ce petit pays. Comparé à d'autres, par rapport au territoire, à l'étendue du territoire, on constate qu'au Togo, on a émietté. Maintenant, le choix d'abord des candidats qui sont allés aux élections municipales. Mais on a posé des choix politiques, de sorte que ceux qui pouvaient, c'est-à-dire qui ont de la matière pour, n'est-ce pas, être dans ces communes, ont été découragés. D'accord? D'abord, la chasse faite aux hommes politiques de l'opposition, quand je dis hommes et femmes politiques de l'opposition, en voulant être seulement avec le RPT, sinon le RPT unir et ses ailes marchandes, d'accord, en voulant être uniquement avec, on a fait la chasse aux partis d'opposition, donc des gens qui sont jugés ne pas être du parti au pouvoir. Et maintenant, à l'intérieur même du parti, on a encore fait la chasse, d'accord, aux sorcières. On a mis de côté, disons, des gens valables. Et à des endroits, vous allez retrouver, c'est des enseignants retraités, c'est des artisans, c'est des, voilà, des revendeuses qui se sont retrouvés être membres des communes. Vous avez vu, par exemple, et lui-même la teneur du communiqué de ce maire de Bangéli, c'est-à-dire de Bassar 2, d'accord, de Bassar 2, qui, disons, on dirait que les terroristes, le djihadisme était déjà à Bangéli, alors que c'est juste pour faire un petit rappel, sinon des quiproquos entre, disons, certaines personnes, parce que quelqu'un aurait organisé des matchs de football qu'il n'aimerait pas, et puis il a voulu interdire les partis, inventer des choses. Donc, vous voyez le niveau déjà. Hein? Et donc, ceci a fait que ceux qui sont à la tête qui forment le conseil, les conseils municipaux, sont des gens qui n'ont pas beaucoup de matière. Des retraités ici et là, et ouvriers. Donc, maintenant, les quelques partis d'opposition qui ont pu avoir, ou bien sociétés civiles qui ont pu avoir des représentants dans ces communautés, vous allez constater qu'on essaie de les écarter. Et il se retrouve des fois que seul le maire et peut-être 2 ou 3 agents qui travaillent et la mairie même n'existe pas. Et les réunions périodiques qui devaient se faire ne se font pas. Maintenant, au-delà, ceux-là même, je peux dire que sont plus à l'aise que des communes qui sont formées par des gens identifiés qui sont des chefs de partis politiques ou membres de certains partis politiques. On voit le cas entre Golfe, je crois, 4 et oui, le Golfe de Jean-Pierre Favre et voilà, Golfe 4, voilà, et le ministre de l'administration territoriale et aussi, disons, la directrice des marchés de Lomé. Donc, vous sentez que l'administration, sinon politique, le ministère ne veut pas laisser les mains libres à certaines mairies. Mais Francis, ce problème-là, ça ne tient pas du découpage qu'on a fait en amont de cette municipalité. Oui. Bon, moi, je voulais faire une observation d'ordre général. Il faut faire remarquer que le régime n'a jamais voulu aller à la décentralisation. Ça, il faut pas le perdre de vue. C'est sous pression des partenaires, notamment l'Allemagne et l'Union européenne, qui ont mis à un moment donné cette affaire dans la balance, et même les États-Unis, qui ont décidé de le faire. Mais ils ont décidé de le faire selon leur point de vue. Et vous savez que les régimes comme les nôtres, de par la nature même du régime, c'est un régime autoritaire. Les régimes autoritaires ne se décentralisent pas. Parce que la décentralisation
suppose une certaine dilution du pouvoir du chef suprême. Or, nous sommes dans un système où tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'une seule personne. Vous savez qu'au Togo, sur un certain nombre de sujets, personne ne prend une décision sans se référer à Faure Gnassingbé. Ouais. Tant qu'il n'est pas là, personne ne dit rien, même à la justice. Ouais. Donc, c'est un président. C'est vrai qu'on a un système qui est semi-présidentiel, mais tous ces gens-là n'ont aucun pouvoir. Et s'il n'est pas là, tout le monde attend son retour. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, le pouvoir est en réalité présidentialisé. C'est dans les mains d'un seul individu. Et donc, un pouvoir comme ça, qui est dictatorial, comme on le dit entre griffes, ou autoritaire, ne se décentralise pas. La décentralisation signifie que vous lui prenez une partie de ses pouvoirs. Et donc, quand ils ont finalement décidé sous pression d'aller à cette fameuse décentralisation, ils se sont dit comment nous allons le concevoir de manière à ne pas perdre notre force sur la localité. Voilà. Et donc, ils l'ont conçu pour ne pas perdre l'autorité sur certains trucs. C'est pour cela que d'ailleurs, quand ils ont commencé à mettre la décentralisation en œuvre, après les élections, ils ont retouché la loi plusieurs fois à l'Assemblée nationale. Pour tourner des trucs de vice encore. Voilà. Pour arracher encore à certaines communes des prérogatives qu'ils ont donné soit au grand district de Lomé, ou ils ont donné au ministre de l'administration territoriale. À chaque fois qu'ils voient qu'il y a un maire qui prend tout de liberté, ils vont toucher la loi à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est la remarque d'ordre général. Donc c'est par rapport à ce principe-là qu'ils ont fait leur loi sur la décentralisation. En faisant semblant d'aller vers une décentralisation, mais en gardant l'essentiel du pouvoir. En réalité, aujourd'hui, les pouvoirs sont encore dans les mains du ministre de l'administration territoriale. Et les maires, d'abord, Francis vient de le relever, on a découpé le pays comme on découpe des viandes sur les bases de, je ne sais pas, de quel indicateur sérieux. Et vous vous retrouvez avec des mairies qui n'ont aucune ressource. Vous vous retrouvez avec des gens qui ont un petit marché qui s'anime une fois par semaine, qui rapporte à peine 12 000. Et vous avez des gens qui sont maires et qui ne servent à rien. Voyez-vous? Et les mairies que nous avons aujourd'hui n'ont ni les moyens, ni les capacités de faire quoi que ce soit. Nous prenons la ville de Lomé par exemple. On n'avait pas besoin de calquer la ville de Lomé sur le modèle de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils disent qu'ils ont pris le modèle de la Côte d'Ivoire. Au lieu d'avoir un maire unique, avec des adjoints qui sont dans les arrondissements, ils ont dit non, on va détacher la ville pour avoir des mairies, Golfe 1, Golfe 2. Mais Abidjan n'est pas Lomé. Lomé c'est un quartier d'Abidjan. Si. Lomé c'est un quartier d'Abidjan. Je ne sais pas si vous voyez. Lomé c'est un quartier d'Abidjan. Et Abidjan est vaste. Donc quand on dit mairie d'Abobo, mairie de, je ne sais pas, c'est des espaces tellement larges. Donc ils ont fait ça et finalement ça a créé un désordre inouï. Et on se rend compte que même les limites des mairies, on ne se retrouve pas. Sur le plan administratif, ils n'ont pas jusqu'à ce jour délimité les limites des différentes mairies. Ça c'est un. De deux, les mairies n'ont aucune ressource. Donc certains maires ont commencé par mettre des conteneurs sur les voies, comme on en voit sur le campus là, ils salissent la ville, le méga là. Les maires mettent des baraques pour pouvoir, alors que le maire normalement doit dégager les baraques pour que la route soit dégagée. Il met les baraques parce qu'il a besoin d'argent. Voyez-vous, parce que quand vous dites Djouma Sessé et Campus Atikoumé, c'est une mairie, ça vous semble c'est ridicule. C'est ridicule. Quand on vous dit que Toti, et c'est pas Djidjolé, combiné, Gakli, tout ça, c'est une mairie. C'est une mairie. C'est un quartier. Donc, ça a été fait sciemment, en réalité, pour ne pas aller à une véritable décentralisation. Donc, vous avez des gens qui sont devenus maires, qui n'ont aucun pouvoir, mais qui malheureusement engloutissent de l'argent. Parce que les mairies aujourd'hui, il y a des budgets de fonctionnement, on recrute du personnel, il y a les locations, il y a des mairies qui s'endettent, il y a la corruption,
il y a le népotisme, Oui. et les mairies sont aujourd'hui, la plupart des mairies, il y a des crises. Mais il n'y a pas une seule semaine où on nous interpelle à l'alternative, on dit, j'ai même un dernier message avant-hier dans mon téléphone, il dit, Ferdinand, c'est là que combien il faut nous aider, ça ne va pas, la mairie, il y a Bamono, il y a Lomé, il y a Daï, il y a quoi, toutes les mairies sont en crise. Parce que ceux qui ont postulé à ces élections locales, ils pensaient que bon, ça devait leur rapporter quelque chose. Les gens sont allés, les gens se rendent compte qu'en réalité, à part le maire, et peut-être un adjoint, il n'y a pas grand-chose. Et donc, voilà, il n'y a pas grand-chose. Et tous les jours, c'est la bagarre. Voyez-vous. Dites-moi concrètement, quand on fait l'état des lieux, nous sommes dans la 3e année, quelle mairie a pu faire une prouesse en réalité? Qui a fait par exemple, qui a pavé au moins 1 kilomètre d'une rue, 1 kilomètre d'une rue, qui a conçu une infrastructure d'envergure, qui a conçu une école par exemple, qui a fait ci, qui a réhabilité un centre de santé. Il n'y en a pas. Tout l'argent que les mairies collectent sont obligés de gérer le fonctionnement et payer le personnel. Et on est dans la décentralisation même de la corruption. De la corruption, oui. Maintenant, on a décentralisé la corruption. Je prends par exemple le cas des ordures. Ouais. Avec les mairies, normalement, et ils ont aussi fait des concessions. Ouais. Et ils ont donné la collecte des ordures à des privés qui le font et les populations payent. Moi, on ne peut pas comprendre pourquoi on ne vient pas enlever les ordures. Et après, ils attendent aussi du pouvoir central, du budget national qui doit leur donner, le lotaire qui doit leur verser une quote par rapport aux enlèvements des ordures. Mais au-delà, il faut savoir que derrière cette affaire de mairie, ces conflits, se cache également une affaire de gros sous. Ouais. C'est pourquoi essentiellement les gens ne veulent pas que les grands marchés tombent dans les mains des maires. Ah ouais, c'est clair. Parce que quand vous prenez l'EPAM, le conseil d'administration, c'est le ministre de l'administration. C'est lui. Il vous souvient que même avant l'éclatement, après l'éclatement du ministère, c'était un gros ministère. Avec Boko, c'était le ministère de l'administration de l'Intérieur. Donc, qui regroupait l'administration territoriale et la sécurité. Donc, après le départ de Boko, ils ont émietté. Ouais. Et même les moments qui ont suivi, il y a eu un conflit, il y a eu une bagarre entre les ministres, la sécurité et l'administration territoriale. La sécurité voulait récupérer les marchés et non, l'administration territoriale dit que c'est à elle les marchés. Donc c'est une affaire de gros sous. Non, quand il dit que c'est une affaire de gros sous, on sait que j'apporte de l'eau à son moulin en disant pendant les périodes de délégation spéciale, on sait que certains responsables de délégation spéciale à Lomé ici ont nourri des ministres. Ah oui. À coups de millions chaque année. Voilà. Payer des billets d'avion pour eux, payer leurs soins à l'extérieur. Ouais. Avec l'argent de la délégation spéciale. Et cet argent venait des marchés. Et aujourd'hui, quand vous êtes ministre de l'administration territoriale, vous avez une dotation qui vient du marché. Vous êtes le président de l'administration. Si vous avez des avantages, carburant, billets d'avion, ceci, tout ça. Alors que vous avez des marchés qui sont dans des états vraiment lamentables. Voilà. Donc, en réalité, on devait transférer la gestion de tous ces marchés-là aux mairies qui sont dans le ressort territorial. Mais ils ont refusé. Ils ont amputé tout ça. Parce que pour eux, comme ils ont été forcés à aller à la décentralisation, en laissant ces marchés dans les mains de ces nouveaux maires, souvent c'est des maires de l'opposition, c'est des ressources qui tombent dans les mains de leurs adversaires. Ils vont avoir de l'argent et les utiliser contre eux. Donc, voilà. Et ils n'auront plus surtout leur part. Voilà. Je dis que les marchés nourrissent beaucoup les ministres de l'administration. Donc c'est pas pour rien que les gens se sont braqués. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Oui. Et vous savez même qu'avant qu'on ne concède l'enlèvement des ordures aux mairies, avant, on enlevait les marchés les ordures dans les marchés, c'est les PAM qui donnaient ces marchés-là. Et des gens créaient des sociétés, écrans, et eux-mêmes ils se donnaient les marchés, et après ils facturaient des millions, et ils décaissaient de l'argent. Donc les boutiques dans les marchés, ils donnaient à leurs copines, aux amis de leurs amis, et tout ça. Donc c'est un capharnaüm total, cette histoire-là. Et donc, pour moi,
nous ne sommes pas dans un processus d'apprentissage de la décentralisation, parce que vous voyez les exemples du Bénin, le Bénin qui s'est lancé dans la décentralisation depuis les années 90, quand nous on allait à Cotonou et tout ça, on vivait à Cotonou. Vous allez là, dans les petits villages là, à Tiémé, ou c'est pas Comé, tout ça, vous avez vu des maires avec des pouvoirs, et avec un budget de 2 milliards, 3 milliards. Cette année, la mairie décide, nous allons paver telle rue, l'année prochaine, on va construire l'infrastructure, l'année qui suit, on va faire ci, parce qu'il a de l'argent, il a au moins 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, et il reçoit aussi des dotations de l'État. Mais ici, vous avez des mairies qui ont 32 millions comme budget l'année. 32 millions. Vous avez le franc CFA, ça qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous avez des mairies qui ont 100 millions. Dans les 100 millions, il y a 75 millions qui vont dans le personnel, le paiement du personnel, le fonctionnement et tout ça. Il reste 25 millions. Vous allez curer les caniveaux, et enlever quelques ordures, et puis c'est fini. Vous avez vu la ville de Lomé? Nous sommes aujourd'hui le 13, c'est le 14 novembre. Vous avez vu la ville de Lomé? Vous avez vu les ordures qui s'entassent partout? Vous avez vu le boulevard? Ça fait une semaine que moi je fais le tour là, je vois le boulevard, on n'enlève pas les ordures. Dans les quartiers, on n'enlève pas les ordures. Je ne sais pas ce qui se passe. Si les mairies n'ont plus d'argent, vous payez les prestataires qui enlèvent les ordures. C'est vrai qu'il y a le problème de la décharge finale, mais on voit que la ville de Lomé est sale. C'est ça. Et Ferdinand vient de parler des infrastructures que les mairies ne réalisent pas. Mais j'ai vu la dernière fois, on m'a dit, je ne sais pas, c'est à vérifier, entre parenthèses, que c'est Jean-Pierre Fabre qui est en train de goudronner, c'est-à-dire de recharger la rue de l'avenue de la Nouvelle Marche, c'est-à-dire qui quitte Canal FM, qui passe devant Canal FM et qui vient au feu multicolore de Gbadago, qui passe dans le marché de Hankopé. Bon, j'ai appris, je n'ai pas vérifié, et j'ai vu aussi qu'il a enlevé ses affiches qu'il dépose devant Canal FM. Donc il y a au moins 3 affiches en permanence là-bas, peut-être pour revendiquer ce travail-là. Mais quand vous marchez sur le boulevard de la Cara, ça fait le Golfe 3. Ouais. Mais si vous ne regardez pas bien le sol, vous tombez dans les rigoles. Il y a des trous partout. Les trous partout. La ferraille pour boucher, par endroit, les gens ont volé, mais il n'y a pas endroit, c'est gâté. C'est-à-dire que c'est rouillé. Et puis vous allez retrouver certains sur les égouts, mais vous allez voir que si quelqu'un jamais dépose un pied là-dessus, c'est qu'il rentre là-dedans. Donc ces travaux-là, il faut les faire, c'est-à-dire en pleine ville. Les lampadaires, la nuit ne s'allume pas. Ne s'allume pas, les lampadaires. Quand vous prenez les lampadaires, même boulevard accueilli, vous prenez boulevard accueilli, c'est-à-dire que de l'université pour aller à Novici, mais quand vous passez en passant devant Yembla, pharmacie Yembla, le supermarché Champion, mais il y a les lampadaires, mais c'est jaune. C'est-à-dire qu'on consomme du courant pour rien. Pourquoi tu vas jusque là? Ok. Et ça, non, tu dis au moins ça c'est proche. Pourquoi ça c'est proche de la grande maison? Puisque... pourquoi tu vas jusque là? Tu prends Colombe. Oui. Colombe de la paix, oui. Au GTA. Au GTA. Voilà. Tu es arrivé devant le B2. Ok. En allant vers l'ambassade des États-Unis. Si. La nuit, est-ce qu'il y a des lampadaires qui s'allument? Non. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Et puis la route là-bas, c'est une route à double voie. À double voie, dense. On ne peut pas comprendre que, par exemple, depuis, moi je dis des choses tout crues, depuis bientôt 20 ans que Faure Gnassingbé est au pouvoir. Il ne s'est pas dit un matin que cette voie-là, de la Colombe jusqu'au GTA, je vais en faire une voie moderne. Parce qu'elle est large. Ouais. On en fait une voie moderne. Comme vous allez dans les grandes capitales, on dit que c'est la voie principale, elle est moderne et tout, avec des jardins, des arbres un peu partout. Mais cette voie, elle est restée comme ça depuis qu'il y a des morts. Elle n'a jamais été. Tout appartient à des morts. C'est une voie qui est engorgée chaque soir. Et c'est la voie qui va vers l'hôtel, l'administration, l'ambassade des États-Unis, la primature. Et c'est la voie que le président utilise quand il se déplace. La deuxième voie, vous prenez Edjarawe.
Vous prenez marché des Djamaoué, là où il y a la station Total, qui passe devant le séminaire, qui tourne vers Notre-Dame du Liban, qui va à l'aéroport. C'est la route que le président utilise tous les jours, qu'il descend ou qu'il voyage. Quand il peut, vous avez vu la route là, même dans quel état elle est, et la nuit, les salutés qui sont sur la nuit, il n'y a pas d'éclairage. Combien il faut pour dégager tout ça et faire une voie moderne et harmoniser ça avec celle qui vient de Novici et celle qui va vers le contournement pour faire une double voie. C'est la voie que lui-même il utilise. Et il passe comme il ne voit pas. Mais allez tomber à Niamey, tu es tombé à l'aéroport de Niamey la nuit. J'y étais encore. Ok. Il y a 2 semaines. Ok. Et prenez le boulevard qui mène en ville. Quand vous voyez l'éclairage, vous allez croire que c'est l'énergie nucléaire qu'ils utilisent. Ils ont le mais ils n'ont pas de l'énergie nucléaire, malheureusement. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est eux, ils le font. C'est pas moi si on achète nos ampoules. Voilà. Et vous voyez les ampoules, c'est les ampoules jaunes, ce qui n'éclaire pas. Mais je vais vous faire rire pour une municipalité qui est, je crois, Bassar 4, qui est la zone de Sanda. Vous savez que c'est une zone où, lorsque on devait aller aux élections municipales, c'est que il n'y a que une liste qui était même la liste unie. Je crois qu'ils avaient même repris ça après. Parce que c'était la seule liste. C'est que tous ceux qui avaient des idées, même société civile, autres que unis, n'ont pas eu le courage de déposer leur candidature. Parce qu'ils n'auront même pas la possibilité d'être retenus. Et je pense que c'est la seule municipalité qui ne souffre pas des arbres du ministre de l'administration territoriale et sa suite. Donc vous voyez comment le pays est géré de façon clanique, de façon partisane. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas avec eux, même quel que soit votre intellect, quel que soit votre cerveau, vous ne pouvez pas travailler avec eux. Oui, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des villes qui auraient pu se développer rapidement et faire la fierté de notre pays. Quand vous allez généralement au Ghana, aujourd'hui le Bénin est sur le même chemin, vous allez au Ghana, vous quittez Accra, vous êtes à Téman, aussi développé qu'Accra, vous êtes à Ho, vous sentez le développement partout, vous êtes à Koumassi, Lomé ne ressent même pas Koumassi, Lomé ne ressent pas Koumassi, les gens ne le ressentent pas. Et vous allez à Winneba, à toutes ces villes-là, au Boissy, tout ça, ces villes qui se développent, un développement endogène. Aujourd'hui, vous avez par exemple des villes comme Palimé, qui sont des villes assez touristiques, qui, à part quelques 2 ou 3 rues qu'on est en train de faire avec les histoires des Boma, font cri là. Même quand vous voyez la largeur des routes, il n'y a pratiquement pas une vision qui suit quoi que ce soit. Et pourtant, cette ville, avec ses propres moyens endogènes, aurait pu entamer un développement. Et vous avez l'hôtel 30 août, qui est un hôtel des années 60 combien, qui n'est plus en état de fonctionnement, qui est sur au moins plus d'1 hectare. Il faut le raser, reconstruire un hôtel moderne et tout ça pour vraiment valoriser la ville. Il faut voir comment on peut restaurer ça. Vous avez la ville d'Anéron, qui est une ville stratégique, qui est à une frontière, qui a des sites de stations balnéaires. Aujourd'hui, il y a une double voie qui y mène. Mais à part cette double voie qui traverse la ville, et la voie qui va vers Glidi, tout ça là, il n'y a plus aucune voie dans la ville qui soit habituée. Et la ville est dans un état totalement d'abandon. Et pourtant la ville qui a été une des capitales du Togo, et 2 fois d'ailleurs, je pense, possède des potentialités énormes où il faut attirer les investisseurs. Une mairie qui a tout le pouvoir peut déjà de façon interne nouer des partenariats, les jumelages, et tout ça, pour faire avancer la ville. Vous prenez Atakpamé, pareil. Atakpamé, c'est une ville allemande qui se retrouve nichée dans les montagnes, la ville des 7 collines, qui est agréable à vivre, qui avait déjà un partenariat de jumelage avec la ville de Niort. Justement. Et les gens de Niort se sont fâchés parce que les sous n'avaient pas été gérés par ceux qui étaient là à l'époque. Niort avait conçu une bibliothèque
à la mairie, la Takpamé, qui fait face au cimetière là-bas où il y a la tombe de Gruniski. Donc moi, comme j'étais très féru des bibliothèques, moi je passais tout mon temps là-bas à lire. Et cette ville aussi a perdu ses potentialités à cause de la politique. Soukori, pareil. Bassa, qui est une ville historique, pareil. Mango, pareil. Dapao, qui est une ville qui n'est pas tout loin de la frontière, avec ses cassés, devait être une ville qui va se développer à une vitesse vertigineuse. Cara, on n'en parle pas, on dit il n'y a pas l'eau, il n'y a pas, on fait des messages. C'est la ville présidentielle, il y a des milliardaires. Quand vous résumez, avant que Franco ne termine, la décentralisation aujourd'hui, c'est un échec total. Parce que les gens n'ont pas voulu, les gens ont refusé d'aller véritablement à la décentralisation. Ils se sont dit, bon, les Blancs nous font pression pour aller à la décentralisation, on va la faire à notre manière. Et quand vous prenez tous les chefs de village et les chefs cantons qu'on a nommés partout en créant des conflits dans les familles, et qui sont la plupart des anciens combattants, des gens qui ont fini dans l'armée, qu'on n'a pas pu devenir chefs de village, chefs cantons, qui menacent les gens dans les villages déjà, qui sont devenus des petits Mussolini dans les villages. Vous prenez les maires qui sont devenus aussi de nouvelles autorités avec tout le pouvoir qu'ils ont, qui menacent les gens. Les maires se font appeler Excellence. C'est ça. Ils se font appeler Excellence. Certains même pour recevoir leurs conseillers, les conseillers de leur bureau, il faut une audience. Il faut laisser les portables dehors, il faut faire ci. Non, eux aussi. C'est une seconde couche de Mussolini qui s'ajoute au chef canton. Vous avez maintenant les préfets qui sont les petits grands Mussolini. Ça fait 3 couches de Mussolini. Vous comprenez que dans notre pays, le développement est impossible. Quand vous êtes de la diaspora, ou vous êtes un Togolais qui a des idées, vous arrivez dans une localité, soit pour implanter un forage, soit pour créer, pour aider un centre de santé, ou pour faire quelque chose, d'abord on fait une enquête sur vous. Il y a le petit Tukupi là, qui va rapidement vers la gendarmerie, qui dit, il y a tel individu qui est arrivé dans la localité, qui est venu avec telle voiture, qui est allé voir le chef, ou qui est allé voir telle personne. Rapidement, on fait une fiche sur vous, on dit qu'est-ce qu'il veut, il vient d'où, il habite où, rapidement on vous serve, on dit, il vient faire quoi, et s'il a des ambitions politiques, demain vous revenez, même si le chef du village vous a donné son accord, demain vous dit, non, c'est plus possible. Le forage que vous voulez faire pour le bien du villageois, le centre de santé que vous voulez réhabiliter, on bloque ça pour des raisons politiques. Donc aujourd'hui, la décentralisation au Togo ne tire pas le pays vers la modernité. Il est en train de détruire le pays. Et on voit bien les résultats. Nos villes sont sales. Les maires n'ont aucun pouvoir. Les gens ne peuvent pas aller louer des partenariats. Le ministre de l'administration territoriale est devenu le chef seul à bord. C'est lui qui donne les directives. C'est lui qui donne les orientations. Il faut même lui adresser une autorisation. Si un maire veut sortir du territoire, il doit lui adresser une autorisation. On est en Corée du Nord. Demande. Oui. En fait, c'est le grand maire. Mais c'est pas normal. On est en Corée du Nord. On a dit décentralisation. Est-ce que vous voyez? Mais regardez, Ferdinand parlait tout à l'heure de vision. Quelle est la vision en 2022 lorsque nous avons décidé de goudronner la route? Non, la route Adidogome-Ségbé. Dites-moi quelle est la vision? Il n'y a aucune vision. Est-ce que c'est une route municipale ou c'est une route internationale? Il n'y a aucune vision. Vous voyez, aujourd'hui même la route ne suffit pas pour la circulation, c'est-à-dire que dès l'ouverture, c'est aujourd'hui devenu un théâtre d'accident. Quand un gros camion passe, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors que nous avons déjà des bus Sotran qui ont pour destination, sinon réseau également, ces voies. La route de Palimé. Quelle vision nous avons pour Palimé? Nous avons tracé cette route-là, ne pas la rentabiliser parce que en traçant la route, on a derrière qui devait avoir un développement vers là. Mais je ne sais pas si vous voyez. En 2022, on ne peut pas faire une double voie Lomé-Palimé, 119 km. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Vous voyez. Les gens font en Côte d'Ivoire, au Ghana, des autoroutes sur 200 km. Mais on ne peut pas faire 119 km double voie. C'est fou ça. On parle de décentralisation. Je dis, c'est un semblant de décentralisation. C'est parce que aussi, il y a des gens qui gagnent énormément dedans. Et c'est ça, c'est l'un des motifs, c'est-à-dire à part le motif politique qu'on nous brandit tout le temps, il y a derrière que les gens s'enrichissent. Ils ne veulent pas que ça tombe dans la main d'autres personnes. Et c'est la même chose la démocratie, qu'on ne veut pas que le pouvoir aille ailleurs que la maison connue.
Franco, Voilà. et pourtant, les investissements sont là. L'Union européenne a énormément d'argent à mettre dans la décentralisation. La GIZ y met beaucoup d'argent. D'abord, on forme les élus locaux, on construit certaines mairies. À l'intérieur, ils ont réhabilité, construit certaines mairies. Et nous, on ne veut pas créer les cadres légaux pour capter tous ces financements et développer notre pays. Oui. C'est méchant. C'est fondamentalement méchant. Vous voyez des gens qui quittent Lomé pour aller en France pour solliciter des partenariats pour venir ramasser des ordures. Mais c'est pas possible. Les ordures que nous produisons, nous ne sommes pas capables nous-mêmes De les ramasser. de les ramasser, de les traiter. Il faut aller en France pour aller Une baleine, une maison pour oui, mais c'est incroyable. Est-ce que, quand vous vous promenez à Lomé là, vous allez voir qu'il y a encore des établissements scolaires qui sont du ressort de certaines municipalités, qui sont sans toit, qui sont dans un état de délabrement total. Si les mairies avaient les moyens, ils auraient pu déjà réhabiliter tous ces établissements scolaires. Donc, on n'a pas voulu faire la décentralisation, et c'est en cela que moi j'ai dénoncé dès le départ un piège pour l'opposition. Et les gens, ceux qui ont voulu se défouler sur nous, se sont défoulés sur nous. Parce que ça a permis au régime, de façon assez subtile, de caser certains opposants et de les affaiblir. Sur le plan politique. Effectivement. Sur le plan politique. Mais toute stratège aurait pu Voir ça venir. En disant, et puis vous savez que dans les mairies, ils ont nommé les DAF et les secrétaires généraux qui sont tous de UNIR. Oui. Et qui sont devenus les surveillants des maires. Oui, et qui oui. rapportent à leur patron tout ce qui se passe dans les mairies. Oui. Et donc aujourd'hui, là où il y a des malversations même dans les mairies, ils ont des documents qui leur permettent de tenir certains opposants. Ouais. Ils ont des documents qui leur permettent de tenir certaines personnes. La dernière fois, lorsqu'un maire, je crois, Golfe 4, avait sorti quoi, la rénovation d'un bureau ou bien de quoi, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux et tout le monde a crié. Donc, vous voyez comment ça se passe. Donc, ce n'était pas véritablement une volonté d'aller vers la décentralisation. Et ça, c'est lié à la nature même du régime. Alors, quand la Première ministre va faire une réunion à Cara pour dire on fait l'état des lieux de la décentralisation avec toute la propagande qui a suivi, tout ça, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Elles n'ont jamais voulu aller à la décentralisation. Lomé n'a pas... et puis, vous savez que les maires UNIR aussi sont très en colère. Mais... Dans leur parti, le slogan c'est la discipline avant tout. Ils ont pris le slogan de RPT. Tout le monde est là, les gens ruminent leur colère. RPT avant tout, discipline. Voilà. Mais les plus frustrés même sont les maires UNIR. Non, je vous l'apprends. Les plus frustrés sont les maires UNIR. Les gens qui, quand les gens vous parlent en aparté, même les gens, il y a des gens qui envoient des trucs, et ils sollicitent même la presse pour les aider. Mais vous sentez qu'ils sont frustrés, mais ils ne peuvent rien dire parce que le club dans lequel ils sont, personne ne doit parler à part le chef. Personne ne doit sortir du couloir qu'on a tracé. Donc ils sont obligés de subir. Et ce qui est marrant dans tout ça, et ce qui est regrettable, c'est que ça ne fait pas avancer le pays. Parce que aujourd'hui, tout l'argent qui est destiné aux mairies ne sert qu'à payer un personnel et à payer le fonctionnement des mairies. Et ça n'arrange rien dans les quartiers pour les populations. Donc, en réalité, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé parce que certains ont décidé qu'on n'avance pas. Vous voyez. Et donc, moi, ce n'est pas vraiment une décentralisation, c'est une fausse décentralisation. Le régime conserve encore tous les leviers du pouvoir à travers le ministère de l'administration territoriale qui a créé des structures fantômes où les gens ne sont pas élus mais ont plus de pouvoir que les maires. Ces histoires des grands districts de Lomé, de EPAM, dans la ZAP, qui interfèrent régulièrement dans le fonctionnement des mairies, c'est un ADEM. Voilà, il y a aussi un ADEM. Tout ça, c'est créé pour paralyser le fonctionnement des mairies. Et c'est le noyau où il y a l'argent. C'est le noyau. Il faut voir quels sont ceux qui les gèrent. Donc, on a sorti de l'argent des maires, que c'est eux qui vont réaliser, même réalité, les écoles de Lomé à Saint-Cassé. Donc, la discipline du parti, je l'ai répété, et c'est notre professeur Edo Moril Abobli qui nous disait que une alliance en politique est un mariage mortel. Donc ils sont obligés d'être dedans, ils sont attachés, ils ont choisi. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut dire sur la question de la décentralisation. En tout cas, c'est un accouchement difficile. Il n'y a rien qui avance avec la décentralisation au Togo.
Afrique.